Comment réussir Scilab en prépa HEC? Alors avant de commencer, je vais définir ce que c'est Scilab pour ceux qui ne connaissent pas, pour les non-initiés à la prépa HEC. Donc le Scilab, c'est l'informatique en prépa HEC. C'est une partie des mathématiques en prépa HEC. Donc comment ça se met en place? En gros, c'est vraiment fait normalement par votre professeur de maths. Ça vous prend quelques heures par semaine. À la place des maths, entre guillemets, donc vous aurez des heures de maths, des heures de Scilab, ça dépend vraiment de l'organisation de votre professeur. C'est un langage à part entière, donc c'est ce qui différencie, c'est un langage de programmation, donc ça différencie ça des mathématiques classiques. C'est vraiment de l'informatique, de la programmation. Par contre, ça utilise des notions que vous voyez en maths, donc c'est vraiment lié et ça s'insère dans vos sujets de concours, dans vos annales. En tout cas, ou dans vos sujets DS, etc. Alors, la particularité de Scilab, c'est que c'est quelque chose qui est très peu travaillé par les étudiants, alors que c'est très bien noté. En gros, beaucoup d'étudiants décrochent très vite parce qu'au début, il y a un petit gap à franchir au niveau des notations qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui en fait, une fois qu'elles sont comprises, après la difficulté augmente très peu. Donc en fait, souvent il y a ce petit gap qui est difficile à franchir, beaucoup d'étudiants décrochent et arrivent au moment des concours, beaucoup se disent que de toute façon, comme pour avoir 20 sur 20 en prépa HEC en mathématiques, il suffit de réussir par exemple 60% du sujet, ils se disent que comme Scilab occupe moins de 40% par exemple du sujet, eh bien ils peuvent avoir 20 sur 20 sans Scilab. Ce qui est vrai mais très difficile étant donné que les questions Scilab sont beaucoup plus faciles à point donné que les autres questions. Il y avait notamment un rapport de jury, donc je ne sais plus l'année, mais c'est un rapport de jury de l'EM Lyon qui expliquait qu'une question Scilab normale équivalait en gros en termes de points à une question difficile du sujet. Or les questions difficiles, c'est vraiment des questions difficiles, tandis qu'une question Scilab c'est rarement difficile. Enfin, il y a vraiment très peu de questions Scilab qui sont très difficiles. Il en existe, mais c'est assez rare. Donc comme personne ne taffe Scilab, en gros, les questions sont logiquement assez faciles pour inciter les gens à le travailler, mais également pour récompenser les personnes qui le travaillent. Donc du coup, il y a vraiment possibilité de faire la différence avec Scilab, et donc c'est une vraie opportunité. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner un peu des pistes pour réussir Scilab. Alors, je vais vous donner deux éléments qui vont vous permettre de progresser en Scilab. Donc la première chose, c'est qu'il faut pratiquer. Alors le problème par contre pour pratiquer avec Scilab, c'est qu'il ne faut pas pratiquer sur ordinateur. En gros, si vous voulez, avec Scilab, vous avez la possibilité de télécharger la console Scilab qui va vous permettre de pratiquer et de voir le résultat. Donc ça peut être sympa vite fait pour voir un peu comment ça fonctionne. Par contre, c'est pas du tout ce qui vous est demandé au concours. Au concours, il vous est demandé de réussir à faire des programmes, à écrire des programmes, pas vraiment à les faire sur ordinateur. Donc même si c'est sympa de voir, de tester par soi-même, finalement ça apporte pas grand chose et c'est vraiment très peu productif par rapport à un travail sur feuille avec un manuel par exemple. Mais le problème des manuels ou le problème de tout exercice ou de faire des annales, c'est que bien souvent vous allez devoir faire un exercice complet avec des mathématiques classiques pour ensuite avoir accès à un exercice spécifique de Scilab. Donc ça c'est problématique parce que si on veut travailler spécifiquement Scilab, il y a très peu de ressources possibles pour travailler Scilab spécifiquement. Donc ça, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai créé la formation Scilab plus 5 points. Vous avez le lien dans la description où dedans, en gros, dans les annales, je vous explique tout le contexte, toutes les réponses précédentes à chaque fois à une question Scilab pour vous permettre d'avoir tous les éléments avant de faire Scilab et donc vous n'avez plus qu'à appliquer les règles de Scilab. La deuxième règle que je vais vous donner, c'est de maîtriser les fondamentaux. Il y a une règle qui existe qui est la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle stipule que 80% des conséquences sont engendrées par 20% des causes. La loi de Pareto s'applique plutôt bien donc en Scilab parce que finalement quand on regarde les annales, on regarde les épreuves, il y a quand même un petit nombre de notions qui tombent très souvent. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer un peu quels sont les éléments les plus importants à retenir pour réussir en Scilab. Voilà, parce qu'avec ça, vous allez vraiment vous en sortir forcément avec une bonne note, notamment les annales EDEC EM Lyon. Peut-être que les exemples les plus difficiles, notamment dans le programme de deuxième année, sont ceux qui vont plus tomber à HEC, les épreuves parisiennes de mathématiques, et encore, pour le coup, ça tombe pas énormément. Alors, les premiers éléments à prendre en compte, c'est les notations.
Par exemple, bon, il y a quelques petits éléments à prendre en compte. Par exemple, le fait que pourcentage E permette d'écrire exponentielle, donc exponentielle de 1, mais également, donc, par exemple, exponentielle de 2, ça va être exponentielle, entre parenthèses, 2. Le fait également que ln, ce soit pas ln en Scilab, mais ce soit log, ou le fait, par exemple log de, je sais pas, par exemple de 3, ou le fait également que, par exemple, pour, je sais pas, pour les exposants, par exemple, on va écrire x puissance 2, pour dire x carré. On va pas écrire, voilà, x, je sais pas, enfin, comment vous voudriez l'écrire, je vais pas vous induire en erreur. Il y a aussi le fait que, par exemple, pour dire a fois b, on va faire a étoile b, et pas avec un x ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des notations, ce sont les notations de base. Là, c'est des choses assez simples. Bon, il y a une liste, donc c'est la base pour comprendre le Scilab. Ensuite, comment est-ce qu'on rentre une fonction en Scilab? Donc là, je vous ai montré un exemple. Donc on va d'abord écrire function, qui va être ce qui va permettre de dire qu'on veut rentrer une fonction en Scilab. Y, ça va être le nom que va prendre votre fonction dans Scilab. Donc c'est à pas confondre avec le f, mais en gros, ça va être la variable qui va prendre la valeur de f de x. Donc c'est pour ça qu'après on dit y égale f de x. C'est cette variable à laquelle après on va attribuer la valeur de la fonction. Après on va attribuer la valeur de la fonction juste ici. F, c'est le nom de la fonction. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez écrire fonction. Enfin non, pour le coup, ce serait un peu... On pourrait l'écrire. Mais on va dire par exemple, je sais pas, fonction... par exemple, si vous voulez rentrer la fonction pair, vous pouvez écrire fonction pair. Ça, vous pouvez. Alors bon, j'ai mis le tableau à l'envers. Bon, c'est pas grave. X, voilà, ça va être votre variable. Ensuite, vous devez écrire donc le nom de la fonction dans Scilab, donc c'est-à-dire y, et vous allez rentrer donc la valeur. Ici, j'ai écrit 3, une étoile, x puissance 2 plus 4. Donc c'est ce qui va me permettre de rentrer la fonction f de x égale 3x carré plus 4. Et ensuite, donc, on n'oublie pas le end function qui marque la fin de la rentrée de la fonction. Alors, il y a une chose à bien comprendre, c'est à quoi ça sert une fonction en fait en Scilab. Ça sert tout simplement ensuite à pouvoir réutiliser cette fonction plus rapidement. Une fois que j'ai rentré ça, je vais pouvoir écrire f de 3, ce qui va me renvoyer f de... Donc du coup, je sais plus c'était quoi, c'est 3x plus 4, donc ça va me renvoyer 3 au carré plus 4. Ça me permet de ne pas avoir à réécrire, par exemple, toute la fonction, alors qu'en réalité à chaque fois on pourrait réécrire, c'est juste un gain de temps. C'est ça la différence donc avec par exemple un algorithme, un programme où on le rentrerait manuellement. Alors ensuite, deux éléments qui sont assez importants, donc c'est la boucle for et la boucle while. Donc ici, je vais juste mettre in égale input, donc ce qui est une commande qui me permet de demander à l'utilisateur de me rentrer une valeur pour le n. Ensuite, je commence à a qui est égal à 0, et je vais dire que pour i allant de 1 à n, en gros, on va avoir a qui va prendre a plus i. Donc, voilà l'écriture, hein. Pour i variant de, donc vous allez mettre vos valeurs, et ensuite il va se passer quelque chose. Donc ça peut dépendre de i ou non. Hein, vous voyez ici ça dépend de i, mais des fois c'est juste, par exemple vous allez mettre de i égale 1 à n, donc par exemple si n vaut 10, ça veut dire qu'on va effectuer l'action 10 fois, mais ça veut peut-être que l'action ne correspond pas forcément au... Et donc là en gros ce que ça va faire, c'est que ça va faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, si vous avez bien compris, jusqu'à 10. Et donc en fait, donc on n'oublie pas le end à la fin, et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir la somme des k égale 1 jusqu'à n de k. Ok, on passe donc à la boucle while. Donc on démarre avec une valeur pour le a, donc souvent ça va être un a, un u, ça peut être une suite par exemple, et un n égale 0, c'est assez standard. While, donc là on va donner une condition, tant que, while va faire la condition tant que, ouais j'ai pas dit mais for en gros c'est pendant, donc c'est pendant pour i allant de, on peut dire ça. While c'est tant que, donc on a une condition, et tant que cette condition n'est pas réalisée, on va effectuer une action. Donc l'action ça va être a égale a plus 1, n égale n plus 1. Et ensuite on n'oublie pas le end à la fin de la boucle while. Ce qui va se passer c'est que tant que a est strictement plus petit que 5, on va avoir deux actions. Et donc ce qui va se passer c'est que a et n valent 0. Donc au début, a est bien strictement inférieur à 5. A va prendre la valeur 1, n va prendre la valeur 1.
on refait la boucle parce que A est strictement inférieur à 5. Et on voit bien qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que A va valoir 4. Donc A va prendre 5, la valeur 5. N va aussi prendre la valeur 5. Et après, on va s'arrêter parce qu'on ne pourra plus faire la boucle. Et donc, à ce moment-là, N prendra donc la valeur 5. Voilà une autre boucle, c'est donc la boucle if. If, condition, then, action, else, action. En gros, ce qui se passe, c'est on va donner une condition. Par exemple, if A inférieur à B, then, action, on peut dire par exemple Y égale, on va dire B. Else, action, Y égale A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la condition est réalisée, alors on fait cette action. Et si ce n'est pas le cas, alors on fait cette action. Donc concrètement ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si B est plus grand que A, alors Y prend la valeur B. Et si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que A est plus grand que B, dans ce cas-là, Y prendra la valeur A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Y prend le maximum entre A et B, tout simplement. Voilà pour moi les 3 derniers éléments sur lesquels vous devriez vous attarder pour avoir les bases qui vont vous rapporter le plus de points au concours. Donc vous avez les graphiques, donc avec toutes les fonctions de type plot, plot 2D, qui vont être toutes les fonctions qui vont vous permettre de tracer des choses en Scilab et qui sont assez utiles. Pour le coup, ça tombe vraiment pas mal. Moins que les boucles. Les 3 boucles, pour moi, c'est vraiment le principal, mais ça tombe quand même pas mal. Donc pour le coup, c'est quand même assez utile de le savoir. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment parce qu'on n'aurait pas le temps en toute une vidéo de faire tout le programme Scilab. Ensuite vous avez les matrices et les vecteurs, ça pour le coup c'est ultra important. Donc il faut savoir qu'en Scilab, matrice et vecteur c'est la même chose. On va plutôt parler de tableaux, des tableaux qui vont recouvrir tout en fait. Donc une matrice, comme vous le savez, hein, c'est un tableau avec des valeurs. Pour le coup, un vecteur ça va juste être une matrice ligne. Il n'y a pas de différence entre les deux en Scilab. Et ça va être très utile parce qu'au-delà du fait de pouvoir faire des calculs avec les matrices, donc notamment les calculs avec les matrices pointées, donc qui vont être des calculs où on va pouvoir en gros faire des calculs de matrices. On va pouvoir par exemple faire A puissance 2. Donc là on va voilà, il va y avoir la différence notamment entre A puissance 2 et A puissance 2 pointé. Donc ça va être en gros A fois A, la matrice, ou chaque élément de A au carré. Donc au-delà du calcul de matrice, le fait de rendre une matrice inversible, etc. Il y a beaucoup d'exercices où on vous demande simplement d'inverser une matrice, vous le faites avec Scilab, vous écrivez A puissance moins 1 par exemple. Il y a aussi l'aspect, on va pouvoir mettre une matrice en un vecteur pour pouvoir faire des calculs. Donc c'est justement les matrices pointées qui vont nous le permettre. Par exemple, si je veux, je sais pas, faire la somme de k égale 1 jusqu'à, je sais pas, 10 de k au carré. En fait, je peux créer un vecteur ligne qui va de 1 jusqu'à 10. Et ce vecteur, je peux mettre tout au carré, donc en faisant un calcul de matrice pointée, comme je vous l'ai dit juste avant. Je ne sais pas si on voit en fait. Oui, voilà, on voit. Et ensuite, je vais faire la somme, donc grâce à la fonction somme. Donc voilà. Donc tout ça, matrice et vecteur, donc somme, la fonction prod, etc. Ça, pour moi, c'est tout dans matrice et vecteur, parce que somme, ça prend en entrée une matrice ou un vecteur. Donc pour moi, c'est voilà, tout ça, c'est dans la même partie. Donc ça, c'est justement un module dans la formation Scilab plus 5 points. Donc c'est vraiment important et c'est très 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 gros dans le programme. Ensuite, vous avez toute la partie probabilité avec donc des fonctions voilà, à prendre par cœur. Hein. J'ai rand, on a donc avec toutes les lois, rand qui va renvoyer une valeur entre 0 et 1. Et voilà, donc ça c'est assez important. Donc tout ça c'est le programme de première année. Et quasiment, ça empiète un peu sur le programme de deuxième année où il y a des choses que vous allez revoir. Par contre, le programme de deuxième année, qui est là beaucoup plus complexe, en fait il tombe assez peu, si on regarde les annales. Donc dans le but de cette vidéo, pour vous donner les bases en Scilab pour réussir au concours, pour avoir un maximum de points avec un minimum d'efforts, c'est vraiment sur ça que vous devriez vous concentrer. Une fois que vous savez faire ça, là vous pouvez passer à la deuxième année avec voilà, les statistiques de deuxième année qui sont beaucoup plus complexes, voilà, la méthode de Monte Carlo, etc. qui sont des méthodes que j'aborde et voilà, je vous montre comment on fait dans la formation Scilab. Je vous montre des annales qui utilisent la méthode de Monte Carlo. C'est pas l'essentiel, il faut d'abord faire ça avant de passer à la méthode de Monte Carlo, etc. Alors du coup, 2 mots sur la formation Scilab plus 5 points. Parce qu'en gros, on m'a demandé cette vidéo, on m'a demandé de réaliser une vidéo pour en parler plus en détail,
pour voilà, expliquer un peu ce que c'était. Donc en gros, la formation Scilab plus 5 points, c'est une formation vidéo. Vidéo à la demande, donc avec un espace élève sur lequel vous avez accès à plus de 84 vidéos sur le programme Scilab, avec plus de 10 heures de contenu. Donc c'est du contenu très condensé, hein, on perd pas de temps, on va droit au but. Et donc bah voilà, le but c'est, à travers de cette formation, vous donner toutes les clés pour réussir Scilab. Voilà, pour plus que ce soit un frein dans les sujets, parce que je sais que bien souvent il y en a qui butent sur les questions Scilab et qui du coup sont un peu perdus pour la suite. Là non, là le but c'est que grâce à ça vous allez vraiment passer un cap et vous allez pouvoir progresser. Je l'ai appelé formation Scilab plus 5 points parce que je pense vraiment que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment bien Scilab, bah, le fait de le maîtriser, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de points. Quand on voit à HEC que ça rapporte sur 20, si on maîtrise tout Scilab, on peut avoir entre 4 et 6 points sur 20, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la formation Scilab, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine.